Waouh, c'était vachement bien. Mais si j'avais pas été youtubeur, je pense que je l'aurais pas pris. Ah diantre, vous êtes là. Et aujourd'hui on parle de la dernière production de Delcourt Tonkam, la bizarre aventure de Hirohiko Araki. Struggle. Vous en avez certainement entendu parler sous le nom de box Araki. C'est sorti il y a quelques jours et moi j'ai eu peur de ne pas en avoir parce que je croyais que c'était sous précommande seulement. En fait, pas du tout. Et c'est encore disponible, donc je vous invite à aller sur le lien dans la description pour l'acheter sur Amazon. Voilà. J'ai tout lu en un week-end. J'ai passé un super moment et je refuse que ma communauté passe à côté de ça. Et la première chose qui pourrait faire que vous ne soyez pas intéressé pour acheter cette super box, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans en fait. C'est pas clair. Avec cette box, vous recevez 4 mangas. Magical BT, Gorgeous Irene, Bao et Under Execution, Under Jailbreak. 4 œuvres d'Araki que je connaissais, dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais jamais lues. Pour autant, 50 € pour 4 mangas, même pour des one-shots jamais édités en France, ça fait un peu beaucoup. Mais figurez-vous que non, en fait. Les tomes de Magical BT et Bao ne sont effectivement composés que d'une œuvre en plusieurs chapitres. Mais ce n'est pas le cas pour les 2 autres. Gorgeous Irene ne fait que 2 chapitres et est suivi par tous les premiers mangas et one-shots d'Araki. Quant à Under Execution, Under Jailbreak, il contient plusieurs one-shots sortis pendant la publication de Jojo. Cette œuvre, en fait, c'est un peu un premier recueil de pas mal d'œuvres qui ont encore jamais été éditées en France. Chaque œuvre étant entrecoupée de petits textes où, en principe, c'est Araki qui nous explique pourquoi il a écrit ça, comment il se sent par rapport à ça aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi, en gros, des mots de l'auteur. Je préviens, je ne vais spoiler aucune histoire. Par contre, je vais peut-être un petit peu spoiler votre découverte de la box. Alors si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller directement à la conclusion ou à quitter cette vidéo. Ok, premier tome, Magical BT. Première chose à dire, Linky Pit pète le cul. Linky Pit, c'est par quoi ça commence? Merde, il y a mon texte. Il s'agit de la première série de Araki publiée dans le Jump. C'était en 1983, 3 ans avant Jojo donc. L'histoire est celle d'un jeune noble qui ressemble vite fait à Dio et qui est super bizarre. Il est très intelligent, très cool, mais pas très gentil. C'est un collégien. Il y a un mec qui l'emmerde. Et bah bam, on le poignarde. Je dis volontairement pas pourquoi ça arrive. C'est un manga dans le style de ce qui se fait dans un magazine, genre un journal de Mickey, ou le Jump du coup. Il y a seulement 6 chapitres et il n'y a aucune continuité entre eux. Et bien sûr, vu que c'est le premier tome, la première réflexion, ça n'a strictement rien à voir avec Jojo's Bizarre Adventure. Et pourtant, avec ce tome, on a une impression qui nous quittera plus jamais par la suite. On sent très distinctement tout ce qui va mener à Jojo par la suite. Il y a la possibilité là-dedans de faire du Jojo, mais c'en est pas. J'explique. Dans le style, même s'il est différent, on sent l'originalité d'Araki. Les personnages aussi, il y en a certains qui ont carrément été réutilisés, genre Koichi. On a aussi les combats avec des poses bien dramatiques, ou genre par exemple les cordes comme Joseph. Et surtout, le suspense. C'est un manga qui se repose sur les combats d'intellect. BT, c'est un gamin, il n'a pas de force physique particulière, mais il est très rusé. J'aurais dû m'y attendre, mais Araki maîtrisait déjà très bien les retournements de situation. Franchement, c'est passionnant à lire, d'autant plus que le manga n'a pas été super bien reçu par la critique, et souvent c'est pour des raisons qui le rendent encore plus intéressant par la suite, parce que des fois, avec Jojo, c'est parce que c'était un petit peu trop en avance, tu vois. Moi, j'aime bien me dire ça. Mais bon, j'en dis pas plus. Si vous voulez tout savoir, vous savez ce que vous avez à faire. Deuxième tome, Gorgeous Irene. Salut Jolene. Une excellente surprise, parce qu'en fait, il n'y a que 2 chapitres de Gorgeous Irene. Gorgeous Irene, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tire tous ses pouvoirs de son maquillage et de ses danses. Et en fait, j'ai trouvé ça trop nul. Je dis pas que tout est nul, hein. C'est très original, mais en fait, oui, c'est ça, c'est juste original. Il n'y a que ça. Il n'y a aucune substance, mis à part le fait qu'on est dans le monde d'Hokuto no Ken. La méchante est immense, elle plante des chats,
elle peut solidifier un chewing-gum pour faire une dague, Irène se transforme quand elle se maquille, en quoi me direz-vous? En une femme adulte et invincible aussi. Il y a Stroheim qui propose à Irène de faire du porno. Ok, Araki. C'est rigolo, c'est original, il n'y a pas de problème. Mais il se passe quoi? Combiné au fait que c'est la dernière œuvre d'Araki avant d'entrer dans le JoJo, et que de fait, les dessins sont les mêmes que dans Phantom Blood, et qu'il y a énormément de choses qui font penser à ce qui rend JoJo aussi célèbre. Ça, c'est un stand. Ça, c'est une JoJo pose, et ça, c'est Jonathan. Et ben, on a vraiment l'impression de lire une fanfic, finalement. Après, il avait 24 ans, quoi, quand il l'a fait, donc... Merde, j'ai pas dit quand est-ce que ça avait été... Bon, voilà, je suis très critique avec cette œuvre. Finalement, j'ai pris du plaisir à le lire, bien sûr, et c'est pas si mal que ça. Mais si ça a pas été sérialisé, c'est pas seulement parce que Irène était une fille. Encore une fois, c'est très intéressant, mais il faut lire à côté, quoi. On a ensuite Beatty, l'enfant diabolique, la première apparition de Beatty dans une affaire qui ressemble à l'idée que je me faisais de détective Conan, finalement. Alors, les détectives, c'est pas du tout mon kiff, mais je me suis bien amusé en le lisant. En fait, j'adore Beatty. Bon, après, j'ai déjà dit ce que je pensais de Beatty. Ça apporte pas grand chose à part le fait que c'est la première fois qu'il le proposait quelque part, quoi. Dis bonjour à Virginia. Une histoire dans laquelle Araki voulait du suspense. À l'époque, il disait que le suspense, ça devait être dans un espace clos pour être vraiment bon. Bon, ça c'est ce qu'il disait. Du coup, non, hein. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais j'ai pas trouvé ça bien. En fait, je suis fou. Le truc qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est que j'ai hyper envie de lire la suite. Mais de fait, il n'y en a pas. C'est une histoire courte. Honnêtement, je vois pas quoi dire sur une histoire à suspense sans tout spoiler. Ça se passe dans l'espace, on dirait Ulysse 31, il y a une bombe à désamorcer, et surtout il y a Soft and Wet 40 ans avant. Foreshadowing. On a ensuite Poker Armé, c'est le frère de Pocahontas. On nous dit qu'Araki a gagné la seconde place du prix Osamu Tezuka avec ce livre. Je sais pas à quel point c'est important, ce prix d'Osamu Tezuka, mais ce qu'on peut relever, c'est qu'au moment de le faire, il avait 20 ans. Et il avait mon âge. Il y a une différence de talent. C'est une histoire au western dans laquelle deux personnages, genre Jonathan et Wagon Vite, se défient au poker. Les deux ont une dextérité monstrueuse et l'ambiance qu'ils amènent est déjà grandiose. Ça manque un peu de stratégie et on est très loin de ce qu'il a réussi à faire avec Darby, mais la fin est quand même pas mal inattendue. Alors, go ahead, Mr. Joestar. Et pour finir, l'œuvre la plus incroyable de toute la boxe, je crois, Outlaw Man. Alors déjà le truc, c'est un Lost Media. Les originaux ont été perdus quand ils ont refait les bâtiments de la Shueisha, et donc ça a été récupéré à partir d'un Jump de l'époque. Donc la qualité est celle d'un Jump de 1982 qui a été un petit peu refaite. Pour comparer, voici un Jump de 1991 plutôt bien conservé. Voilà. Bon, déjà ça c'est cool parce qu'on se sent bien privilégié et c'est super important ce sentiment quand on achète une collector. On doit se sentir privilégié. On doit avoir l'impression qu'on a quelque chose en plus que les fans qui ne l'ont pas n'ont pas. Comment je fais pour me perdre sur une idée aussi simple? Mais en plus, on est sur quelque chose qui ressemble tellement à Steel Ball Run alors que c'était 30 ans en arrière. Ça, c'est fun. 20 ans en arrière, il fallait dire, c'était 20. On arrive au troisième tome, le plus gros, Bao. Bon bah c'est le tome qui ment le moins, ça s'appelle Bao. On va lire Bao, une histoire en 10 chapitres, ou 17 chapitres normalement apparemment, qui a été publié originellement en 1984. On se rapproche des 1986 de Jojo. On suit donc l'histoire de Ikuro, un jeune homme transformé en une arme terrifiante, et de Sumire, une jeune fille au pouvoir de voyante. Ces deux personnages sont traqués par l'organisation qui a créé Bao, car ils sont trop dangereux. Cette organisation du nom de Dress, elle a perdu son arme la plus puissante, et actuellement elle se balade un peu partout dans le Japon. Cependant, ils ont beaucoup d'autres armes pour les retrouver. J'ai énormément apprécié découvrir Bao le Visiteur.
Bon, il y a pas mal de choses qui me dérangent un petit peu, pas parce que c'est pas bon niveau qualité, mais parce que par rapport à mes goûts, ça me plaît pas. Donc, par exemple, une histoire en 10 chapitres, ça me permet pas de beaucoup rêver sur la suite, hein. Une fois que c'est fini, c'est fini. Ou le fait que les combats reposent seulement sur les capacités physiques, par exemple, ça me plaît pas beaucoup. Ce que j'ai dit là, c'était vraiment volontaire de la part d'Araki. C'est juste que moi, ça me plaît pas. On est d'accord. Autrement, c'est vraiment beau. Ça me paraît super bien pensé pour un truc de 1984 et produit par un gars de 24 ans. Genre Araki, il a été chercher précisément des explications au pouvoir de Bao. C'est bien renseigné scientifiquement et ça marche très bien sur moi. Bon, après, Bao, ça a déjà été édité au Japon et ça a donné un animé. Moi, je pense que j'aurais bien aimé une édition spéciale sur Bao plutôt que ça. On y reviendra. Mais bon, en vrai, j'ai envie de dire que c'est mieux comme ça. Et je ne peux pas passer à la suite sans relever la présence déjà très marquée de l'English sur les noms de techniques à rallonge. Des techniques qui ressemblent un peu à l'onde, hein, quand même. Et bien sûr, les Jojo poses et les cris bizarres, qui étaient un petit peu absents jusqu'ici. Dernier tome, Under Execution, Under Jailbreak. Je déteste ce nom. Là-dedans, on a 4 one-shots qui datent tous d'après la partie 4. Au moins. Cette fois-ci, Jojo, ça a commencé. Et du coup, c'est assez marrant de pouvoir comparer ce qui pouvait se dire sur Magical BT, qui était trop cruel, genre le protagoniste, ouais quand même, hein, c'est dur. Et ce que Araki se permet maintenant, c'est le jour et la nuit. La première histoire, dont je ne redirai pas le nom, est simple. Bah, le titre, je l'aime pas, mais il décrit bien ce qui se passe. Et si je vous en raconte un tout petit peu, je vous spoil tout, je crois. Donc voilà, tout ce que je vais dire, c'est que Linky Pete pète le cul. Encore. On a ensuite mon histoire préférée de toute la box, Dolce and His Master. L'histoire est née d'une discussion entre Araki et son responsable éditorial. Ah là là, j'adore mon chat, il me donne tellement d'espoir quand je le vois. Ouais, mais si tu te retrouvais avec sur une île déserte, je suis sûr que tu le boufferais. J'ai rien de plus à dire, c'est juste trop bien. Et en plus, c'est super bien écrit. Le chat est trop mignon. Première fois que je vois un chat dans Jojo d'ailleurs, je crois. À part Stray Cat qui était dégueulasse. Enfin bon, c'est hilarant, lisez. Vous avez ensuite Rohan au confessionnal qui a été adapté en animé. Donc bah, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et enfin, Dead Man's Question. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit sur la couverture en priorité parce qu'ils sont tous les 4 là. Et j'aurais préféré que ça s'appelle Dead Man's Question, comme le suggère le logo, parce que là du coup c'est un peu... J'aime pas ce titre, ok? Plus, mais regardez, il prend toute la place. Il s'agit d'un one-shot très connu d'Araki, dans lequel un homme mystérieux cherche un sens à sa vie depuis qu'il est mort. Ce que je dis n'a aucun sens. Outre l'histoire, qui est assez anecdotique finalement, tout se passe dans la réflexion sur ce qu'on fait après sa mort. Le personnage est celui d'un ancien meurtrier. Il est très bizarre et je ne doute pas du fait qu'il soit psychotique et pourtant on s'identifie beaucoup à lui. Si vous savez qui est ce personnage, j'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est très plaisant de le voir revenir. Ce fantôme effectue donc des missions sans trop savoir pourquoi, dans le seul but qu'un jour il puisse trouver la paix. C'est tout ce que je peux dire sans spoiler, c'est un peu dommage, j'aurais pu finir vachement plus stylé, mais bon, hein, voilà, ouais, il faut rien faire. Voilà, j'ai essayé de vous parler le plus succinctement possible de ces histoires et de ce que j'en pensais, et je suis sûr que vous avez tous très envie d'entendre mon avis sur cette box, parce que je suis youtubeur, oui. Je pense que cette box est un must à avoir pour tout fan de Jojo, et que c'est un super cadeau que Tonkam nous fait, enfin, qu'il nous propose. Et ce, pour beaucoup de raisons. Bon, déjà, les histoires sont bien. C'est trivial, mais bon bah, quand même, les histoires sont bien. Et quelle que soit l'origine ou la date à laquelle ça a été écrite, c'est vraiment plaisant à lire. On prend du plaisir. On en apprend également beaucoup sur Araki. Et c'est même presque plus important
que les œuvres en elles-mêmes. J'ai pas mal critiqué Giorgio Sirène, mais il faut reconnaître quelque chose. Il a dit qu'il a dû attendre Stone Ocean pour avoir une protagoniste. Et on voit qu'en fait, il s'est beaucoup amélioré pour écrire un personnage féminin. Parce que... Enfin, j'en parlerai pas, parce que YouTube me regarde. Il a censuré un torse sans téton. Ensuite, on a tendance à pas trop y penser, mais c'est la seule manière de lire ces histoires de manière légale en France, en fait. Et c'est un plaisir quand une maison d'édition nous propose des objets de facto moins populaires que Jojo. Parce qu'il n'y a que les personnes qui aiment Jojo qui vont acheter ça. Donc une petite partie d'une petite partie de clients. Ensuite, je m'en fous si vous me prenez pour un fétichiste, mais la qualité du livre est trop bien. C'est grand, le papier est cher, l'impression est chère. D'ailleurs, n'importe quel livre est plus lourd qu'un Jump alors que c'est 3 fois plus petit. On profite beaucoup plus d'un manga dans ce format en fait. Alors, franchement, ces tout petits mangas là, ils sont pourris. Non. Et dernier point important pour moi, c'est une édition collector française sur Jojo. Il n'y a pas à dire, Tonkam nous propose de plus en plus de collectors. On a eu la collector sur le tome 23, sur le tome 25, on va avoir la box de Vento Oreo avec les couvertures violettes, je sais pas, j'ai pas compris, mais je l'ai commandé. Plus on est réactif à ce genre d'offres, plus ils vont nous en proposer. Et on a Purple Haze Feedback, George Joestar, Dio Over Heaven qui n'ont jamais été adaptés en France et ce serait avec plaisir de les accueillir. Donc rien que pour ça, montrer à Tonkam qu'on est réceptif. Et un jour, on pourra faire venir Araki en France. Après, j'ai quand même quelques reproches. Ça va pas vous servir à grand chose et ça doit pas vous dissuader de prendre ça si vous avez envie de lire les histoires. Mais c'est vrai que si Tonkam tombe sur la vidéo, éventuellement, ça peut servir. Bon, on sait que cette édition n'est pas vraiment française en fait. Et c'est pas caché d'ailleurs, hein, c'est bien précisé, c'est une adaptation française de la version italienne, pas de problème. Si ça a déjà été fait ailleurs, pourquoi le refaire juste pour dire que c'est français? Aucune utilité. Par contre, il y a 2 problèmes avec ça. Déjà, il y a une coquille sur les 4 bouquins du coup. Sur toutes les jaquettes, il y a marqué que Jojo Lion est encore en parution. Bah oui, mais c'était vrai quand ils l'ont sorti en Italie, mais aujourd'hui c'est plus vrai. Du coup, ça fait juste bête et ça fait une occasion manquée de dire c'est les 35 ans de Jojo. Ça marche encore mieux. 8 parties finies, 35 ans de Jojo, alors que là, bon, un peu dommage. Donc, en fait, c'est juste une traduction de la box italienne et ça s'arrête un peu là. Il n'y a pas de plus-value française. Et du coup, ce qui me gêne le plus, c'est que apparemment, le design non plus n'a pas changé. Je sais pas, j'ai pas vu la boîte italienne, mais ce que ça cause, c'est que... Bah, je trouve que c'est moche. Hein, alors, j'aime bien les couleurs ici comme ça parce que je suis quelqu'un qui aime pas mal les couleurs. Mais voilà, je suis pas super fan des illustrations choisies, je suis pas super fan du fait qu'on ait finalement très peu d'images par rapport au truc. Et le problème que ça me pose, c'est que je sais pas où le foutre. Genre à la limite comme ça, là je peux... Non, je peux le mettre nulle part. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Si possible, j'aimerais que la prochaine fois, il y ait un petit peu plus d'attention faite aux fans français en particulier. Mais bon, déjà si on a ce qu'ont les Italiens, on peut pas se plaindre. Bon voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu hypé pour acheter cette super box. Dites à YouTube que mes vidéos valent le coup d'être vues en mettant un like, peut-être un commentaire, en partageant avec vos copains, on ne sait jamais. Vous pouvez me dire si vous l'avez lu, quelle histoire vous avez préférée ou quel défaut vous voyez, quelle qualité vous voyez que je n'ai pas remarqué. Enfin bref, c'était Bizarre Sissi, à la prochaine.